Petite surprise inattendue de ces années sombres, on a découvert sur les murs d'un restaurant parisien du marché noir des fresques réalisées par les dessinateurs du Canard. Henri Monnier, William Napoléon Grove, Paul Ferjac. C'est le dessinateur Grume qui a été à l'origine de cette idée de décoration. Les travaux ont d'ailleurs duré suffisamment de temps pour permettre à ces orphelins du Canard d'être nourris comme des canards en pâte pendant plusieurs mois. Pendant la guerre, des amis que le Canard avait à Londres ont fait un faux numéro du Canard. Les messageries, ça a été la Royal Air Force, les avions de la Royal Air Force. Alors les Allemands, ne voulant pas être en reste, ont fabriqué un faux numéro, comme si c'était un faux numéro de Caneton déchaîné, et qui allait dans le sens de la propagande nazie de l'époque. Mais je crois que les lecteurs ne se sont pas trompés. Et puis alors, il y a eu différents canards. Il y a eu un canard à Beyrouth qui a été fait par la France Libre. Il était imprimé sur les presses de l'université jésuite de Beyrouth. Dans le public français qui était habitué au canard, il y a eu comme un manque. Il y a une citation d'un personnage d'un film de Melville, L'Armée des Ombres. La liberté, c'est quand le canard reparaîtra. Au démarrage du Canard, ça a été la folie. Les lecteurs venaient payer directement au Canard. Du matin au soir, on était plongé, tout le monde s'y mettait, on était plongé sur les bulletins de souscription pour enregistrer les noms, et puis là, ça a été la folie. Mais je sais qu'après la guerre, j'ai retrouvé le Canard rue des Petits Pères, là, presque en face de l'église. Ça leur allait très bien d'être en face d'une église. C'était tout à fait conforme, on aurait dit, à la tradition du Canard, qui voulait être toujours tout près de ceux dont il se moquait, vous comprenez. D'un côté, il y avait une librairie très Saint-Sulpicienne, et de l'autre côté, il y avait un excellent bistrot-restaurant, où ces messieurs du Canard se livraient à de charmantes agapes. Le vieux Saumur. Le vieux Saumur, c'est ça. Pierre Bénard, déjà rédacteur en chef avant la guerre, a la satisfaction de voir le Canard atteindre des tirages sensationnels en 1945. Il meurt malheureusement encore jeune en 1946. La rédaction choisit alors 2 co-rédacteurs en chef pour le remplacer. Yves Gros-Richard, qui était entré au Canard en 1935 en passant par l'œuvre, et Ernest Reynaud, dit Traîneau, qui avait fait ses classes au Marbre du Canard et sur le Zin depuis 1924. Paco, secrétaire de Traîneau. Enfin, ils ont fondé le journal, ils l'ont fait, il est parti en flèche, exactement. Je vous dis 450, il est monté très très rapidement à 450 000 et il a dégringolé, de 45 à 55, quoi. Ah oui. En 10 ans, il a dégringolé. Et moi, quand je suis rentrée, vraiment, ça vivait, parce qu'ils étaient très peu. Ça vivait, mais enfin, c'était plus un journal connu, c'était plus coté. En effet, dans les années 50, il ne reste plus qu'environ 100 000 lecteurs du Canard. Que lui reprochent ceux qui l'ont abandonné? Peut-être d'avoir gardé son esprit satirique et son indépendance de vue dans cette période de guerre froide, et de continuer à donner des coups de patte aux 2 grands, aussi bien de l'Est que de l'Ouest. Un groupe de presse propose alors à Madame Maréchal de lui racheter le journal, mais la mère du Canard refuse cette proposition et renouvelle sa confiance à Traîneau, qui reste le seul rédacteur en chef. Traîneau connaît bien le Canard puisqu'il y est entré depuis bientôt 30 ans et qu'il est passé de la correction à la rédaction en chef. Traîneau connaît bien aussi le journalisme puisqu'il a collaboré à de nombreux quotidiens et a lancé à la Libération le célèbre Franc-Tireur. Traîneau va donc réussir à redonner au journal l'audience qu'il a perdue, tout en conservant l'esprit du Canard. Après la guerre, à partir des années 50, alors il a pris un grand essor, et je crois qu'il avait raison, c'est parce qu'on a introduit
la distance de l'information. On a apporté beaucoup plus d'informations que le canard n'en apportait avant, et on était à peu près les seuls à faire de l'information à ce moment-là. Depuis 53, je crois qu'il y a une année là, dont on parle entre nous, c'est une année importante. L'information a beaucoup augmenté dans le canard et elle n'a cessé de prendre de l'importance. Michel Gaillard. Moi, je crois que c'est l'Indochine, c'est la guerre d'Indochine. Bon, il y a déjà les prémices de la guerre d'Algérie probablement qui se profilent. Il y a aussi la personnalité des gens qui étaient au canard, qui l'ont axé davantage vers l'information. Avant, il était beaucoup plus satirique et polémique. Là, l'information a pris de l'ampleur. Ben oui, et puis ça répondait à vraiment ce qu'il avait toujours été, enfin le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, un anticolonialisme dont on avait déjà le sentiment avant la guerre, dans certains articles. Donnez-moi ça 2 minutes, j'ai cherché mon fusil. Les signes de la barbarie. Ne pas confondre le barbare avec le champion de la civilisation. Le canard a été de ceux qui ont dénoncé le bagne en Indochine avec des articles très véhéments, très impressionnants. Après des journées et des nuits de dures négociations, chargées tantôt d'anxiété et tantôt d'espoir, le cessez-le-feu a été signé. Tuez-les. Tuer qui? Les 8 millions d'Algériens musulmans, puisqu'apparemment, il n'y a pas d'autre solution. L'ami Bidas est rappelé en Algérie. C'est Jean Clémentin qui envoie les nouveaux feuillets de route. J'avoue! Général Bijard. Je crois que le canard a été contre nos actions, ça le regarde, mais moi je vois avec du recul. Vous savez, contre le terrorisme, il n'y a pas 36 formules pour s'en sortir. Évidemment, c'est affreux. La violence amène la violence, la guerre amène la guerre. Je suis contre, mais encore faut-il avoir le courage de faire face. Et moi je dis plutôt bravo à ceux qui ont le courage de faire face que d'être dans un café à critiquer derrière un bon pastis. On saisissait des journaux. Le canard a été parfois saisi en Algérie. Il n'a pas été saisi en métropole, mais l'Express de l'époque l'a été à cause d'un article de Jean-Paul Sartre sur la torture. Et alors le canard, là encore, a joué un bon tour à la censure. Il a reproduit l'article en petits caractères, mais suffisamment gros pour qu'on puisse le lire à l'œil nu, et surtout à la loupe, en le barrant d'un trait rouge et en faisant précéder l'article d'un chapeau soi-disant réprobateur. Les assassins sont parmi nous, titre Traîneau, devant les crimes et les atrocités de la guerre d'Algérie. Les positions anticolonialistes très claires, défendues par le canard, ne sont pas du goût des chefs politiques et militaires. Le canard est donc souvent saisi en Algérie. Mais Traîneau continue à défendre le point de vue du canard. Traîneau d'ailleurs a été dans son bureau, il a été tabassé, tout le bureau chamboulé. On n'a jamais su bien ce que c'était. Mais je sais que moi j'ai eu des menaces, si bien que Traîneau m'avait fait mettre une porte avec un verrou. Parce que quand même... Et un petit guichet. Alors j'ai dit non, écoute, je peux pas. Je peux pas être derrière ce guichet, c'est pas possible. Alors j'ai ouvert la porte, et voilà. Traîneau n'est pas seul à cette époque pour faire entendre la voix du canard. De nombreux dessinateurs et journalistes sont arrivés rue des Petits Pères. Paul Ferjac en a croqué plusieurs. André Sauger, l'administrateur, André Ribaud, pseudonyme de Roger Fressos, et Jean Manant, pseudonyme de Jean Clémentin, qui seront rédacteurs en chef adjoints de Traîneau et s'occuperont de la partie politique du journal.
ça. Parce qu'il y avait une ambiance très bon enfant, et à laquelle se mêlaient traîneaux, mais c'était pas tellement son truc, vous savez. Morvan-le-Besse, on ne se mêlait jamais. Morvan-le-Besse apportait son papier, et puis c'est tout. Moi, après, il était temps, parce que c'était un polémiste né. Et j'ai kidnappé Morvan-le-Besse au moment où il allait aller à Rivarol. Il avait des choses à dire, il était prêt à dire n'importe où. J'ai kidnappé, mais j'ai dit, il m'a dit, tu crois pas qu'ils voudront nous de moi? Mais j'ai dit, on va toujours essayer. C'est une chose qu'on a oubliée depuis très longtemps, on peut dire presque depuis toujours, et spécialement en France, depuis Napoléon par exemple. Morvan-le-Besse. C'est que l'individu compte, que l'individu a ses droits en premier, et que la morale d'État n'est que secondaire, et qu'on n'a pas le droit, absolument pas le droit, de lier totalement un individu, un être humain, à l'État. Voilà 40 ans qu'on se bagarre contre toutes les sortes de cons qui nous cernent, comme dit l'illustre Janson. J'en ai marre à la fin. On voudrait penser à autre chose. Après tout, il n'y a pas que du noir, il y a aussi du rose dans la vie, ne serait-ce que dans le soutien-gorge des pépés. Et puis, il y a les rosés d'Anjou et de Provence, et il y a les copains marrants, pas tous, mais ça existe. Il y a Traîneau, il y a Grove, il y a Janson, il y a Robert Gaillard, il y a Bréfort, quand il boit du lait. Il y a Valentine. Ça fait passer le dimanche. Parce que Valentine de Coin-Coin, comme je vous le dis, elle chaussait du 44 et elle portait des slips façon kangourou. Yvan